bienvenue pour cette dernière soirée aério de l'année. Donc comme tous les ans, on fait une soirée transassociative avec une association, une société savante d'une autre spécialité. Donc cette année, ça sera la commission jeune de la SRLF qui a travaillé avec nous pour organiser les choses. Le but, c'était vraiment, dans le concept, d'avoir un espace de dialogue pour arriver, quand à dépasser un peu les problématiques qu'on peut rencontrer, que ce soit du côté oncologue médical ou du côté réanimateur, quand on a à prendre en charge des patients qui prennent une complication aiguë, à savoir est-ce que c'est un patient à qui c'est pertinent de proposer des soins intensifs, ou est-ce que au contraire il vaut mieux pas forcément continuer. Donc vous verrez qu'il y a du coup le docteur Blo qui est réanimateur à Gustave Roussy qui nous parlera plutôt de la vision du réanimateur, et le docteur Goldwasser qui travaille à Cochin en oncologie médicale qui nous parlera du côté oncologie, à savoir les moments où il y a nécessité de proposer une chimiothérapie de tumeur solide chez les patients de réanimation, et après quels sont les cancers dont le pronostic a vraiment changé ces dernières années. Donc ça, c'était plus un message pour les réanimateurs pour le coup. J'en profite aussi pour remercier le laboratoire Amgen qui nous permet depuis plusieurs années d'organiser la soirée Transasso et qui nous fait confiance à chaque fois et qu'on remercie vivement. Alors, pour illustrer un peu les problématiques, on a choisi de faire un cas clinique qui est, somme toute, assez caricatural, mais qui permet aussi de replacer les choses un peu dans leur contexte. Alors, donc le cas clinique, c'est une patiente de 46 ans qui arrive aux urgences un vendredi soir. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'elle est prise en charge pour un nodule pulmonaire qui n'est pas encore bien étiqueté, sachant que c'est une patiente qui n'est pas fumeuse, donc les choses ne sont pas allées forcément très vite. Elle ne présente pas forcément non plus d'altération de l'état général. Elle a eu une biopsie la veille. Et en fait, la dyspnée qu'elle présentait depuis quelques semaines s'aggrave d'une manière rapide depuis 24-48 heures. Quand vous l'examinez, elle a une tension artérielle qui est, sur le plan hémodynamique, elle est parfaite. Par contre, elle présente une désaturation en air ambiant. Elle est polypnique, elle présente des signes de détresse respiratoire. Et depuis une semaine, elle a un état général par contre qui s'est franchement dégradé. Quand elle arrive, elle est OMS3. Je ne sais pas si pour les réanimateurs ça vous parle, ok, pas de problème. Vous lui faites des gaz du sang, donc elle est hypoxémique, elle commence à devenir hypercapnique. On vous donne du coup de l'albumine qui est normale et les LDH qui sont un tout petit peu élevés. Vous lui avez fait un scanner thoracique, ou elle a eu un scanner thoracique récemment qui montre une grosse masse du poumon droit, sachant que sur le compte-rendu du scanner, il y a aussi un nodule hépatique qui est décrit. Donc la question, alors nous on voit ça par le prisme de l'oncologie médicale, donc en gros on suspecte un probable cancer du poumon qui pourrait être métastatique devant la lésion hépatique. Elle fait probablement une détresse respiratoire sur une pneumopathie, donc quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec son cancer. Vous n'avez pas encore les résultats ANAPAT. Et la question c'est, qu'est-ce que vous faites sans avoir le résultat ANAPAT? Est-ce que vous la prenez en charge en réa? Est-ce que vous vous dites que c'est pas forcément pertinent, que les choses sont déjà jouées? Et est-ce qu'après, en fonction de l'histologie, vous changeriez votre prise en charge? Pour répondre maintenant ou... C'est une des questions. Après, s'il y a des gens qui veulent répondre, il n'y a pas de problème. Sinon, comment? Ouais. Effectivement. D'accord. D'accord. Et des gens qui la prendraient pas en soins intensifs? Et si oui, pourquoi? Non, vous la prenez tous, ils sont tous formels. On va devoir appeler Monsieur Blo un vendredi soir alors qu'il allait rentrer chez lui. D'accord. Donc la première question, donc je pense qu'il servira à la fois pour les réa, mais aussi pour nous, pour les oncomètres, pour savoir à quel type de patient c'est vraiment pertinent de proposer
une prise en charge en soins intensifs, c'était quels critères rationnels et objectifs vont nous guider pour choisir d'appeler réanimateur et à faire admettre un patient en réanimation. Du coup, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, et puis merci de m'avoir invité pour ce topo, et puis surtout pour discuter avec vous. Super. Essayez de ne pas tout casser. Et, bon, alors, on va essayer de voir avec ce topo que on peut répondre probablement à la question de faut-il l'apprendre ou pas l'apprendre, cette maladie-là. Probablement, si on répond juste, ça va être un cancer bronchique ventilé, tel que, à la lumière des séries, pour l'instant, seules séries qui ont été publiées, la réponse serait à l'évidence non. Et on va voir qu'en fait, il y a plein d'autres éléments qui nous font décider des choses. Alors, je vais vous présenter, c'est un mélange, les diapos, d'un petit peu plusieurs choses, mais on a essayé d'élaborer avec la Société française des soins de support en oncologie, la SOS. C'est devenu un référentiel qui est disponible sur le site de la SOS et qu'on a écrit pour une revue qui s'appelle Hématologie pour les patients d'hémato, mais on a changé le mot onco pour hémato et puis mis quelques exemples, mais en gros c'est disponible à la lecture, les diapos vous les aurez et vous allez voir que notre manière de réfléchir est valable non seulement pour les patients de cancéro, mais que finalement, les lignes bougeant beaucoup ces derniers temps en cancérologie, vous savez ça mieux que moi, avec les immunothérapies, les thérapies ciblées, etc. Le cancer est en train de devenir, dans un certain nombre de cas, une maladie chronique. À l'instar, c'est une discussion qu'on avait un petit peu avec quelques collègues juste avant d'entrer, d'autres maladies lourdes comme les PCO sévères, souvent multiplement décompensées, les cardiopathies graves, les diabètes avancés, etc. Donc, finalement, il va être de moins en moins nécessaire de considérer le cancéreux comme un patient qui est porteur d'une fleur de lys rouge sur l'épaule et qui doit surtout pas mettre les pieds en réanimation. C'est en train de devenir, c'est déjà devenu une maladie entre guillemets comme une autre, pas complètement évidemment, ça reste une maladie qui est porteuse d'un certain taux de mortalité, mais qu'on doit pouvoir largement dépasser ce niveau de discussion. Alors le problème le moment où se passe la prise de décision, c'est souvent une situation qui est en contexte d'alerte. J'arrive pas à lire le truc en fait, je vais le remettre là. Voilà. Avec des patients pour lesquels on va craindre d'un côté la perte de chance si on ne prend pas en réanimation, et de l'autre côté peut-être plus les réanimateurs vont être sensibles à ça parce que c'est eux qui vont mettre en œuvre les techniques invasives qui vont éventuellement s'imposer, le risque d'obstination déraisonnable ou d'acharnement thérapeutique comme on disait. Donc ce qu'on avait essayé de faire à travers ces recommandations, c'était d'abord d'élaborer des stratégies de prévention. Ça, je pense qu'avec François Goldwasser, on en reparlera tout à l'heure, c'est-à-dire d'anticiper les choses. Bon, là, dans le cas clinique qu'on a ici, c'est pas forcément évident, mais on va voir qu'on a des critères décisionnels. Et puis de donner, quand l'urgence survient, malgré tout, et qu'on l'a ou pas anticipé, des outils à la décision. Alors, on est toute une flopée d'intervenants possibles autour d'un patient. On va pas y revenir, mais quand on est en situation d'urgence, en gros, souvent la nuit, je ne sais pas si j'ai le pointeur qui marche avec ça. La nuit, on est souvent que le médecin de garde, le réanimateur, l'équipe des nurses d'oncologie, parfois un référent d'oncologie qui peut répondre, dire au téléphone il faut pas. Et en fait, c'est dommage d'en arriver là. Ça va pas être l'objet du topo d'aujourd'hui, mais vous voyez que sur cette diapo, il y a toute une série d'intervenants qui sont soit de l'ordre du patient lui-même, avec ses directives anticipées, la façon dont il est informé, dont il a partagé la décision. Il y a tout ce qui est son ensemble de proches et de parents, de personnes de confiance, etc., qui peuvent intervenir. Il y a toute l'équipe soignante. Il y a les équipes de soins de support qui peuvent être, et qui doivent être, ça fait partie des recommandations maintenant, impliquées au plus tôt dans la prise en charge de malades porteurs de cancer, en particulier lorsqu'ils ont des métastases, ou en tout cas lorsqu'ils sont en situation avancée. Donc il y a toute une série d'intervenants
intervenants qui devraient être impliqués pour mutualiser, rendre collégiale la décision et la prédiction du parcours. Malheureusement, souvent, on n'a pas forcément le temps, et Madame C, là, dont vous avez parlé, elle arrive, elle est aux urgences, elle est bleu marine, et il va bien falloir faire quelque chose, et on n'a pas forcément eu le temps de prévoir ce qui se passe. Alors, j'ai fait court, hein, j'ai raccourci d'autres topos, mais vous savez qu'il y a 20, 25 ans, même encore dans certains services actuellement, les personnes porteuses de cancer sont souvent des persona non grata. Hein. Il y a 20 ans, il y avait une sorte de fin de non-recevoir dans un certain nombre d'articles. Il y a un article de Cochin, d'ailleurs, que tu as dû connaître Brunet à une certaine époque, hein, qui avait travaillé sur les patients porteurs de cancer en réa à Cochin. Et puis il y avait un éditorial de Critical Care Medicine qui disait « Just say no hein, » pour les patients porteurs de cancer. Et à ce moment-là, on est en 1990, donc bon, c'est il y a 25 ans, c'est pas si vieux que ça. Les réanimateurs, ils y connaissaient rien ou pas grand-chose. Et puis, c'était des malades qui étaient lourds, pas seulement en coûts financiers, mais qui étaient lourds également en impact émotionnel, en pronostic, etc. Donc, c'était effectivement pas la panacée. Quand on voyait les chiffres de mortalité, vous aviez des taux en violet foncé de mortalité en réa qui étaient de l'ordre de 60% et de mortalité hospitalière qui pouvaient atteindre le 80-90% dans des séries un peu tout venant. Là, on est fin des années 90. Donc, les choses ont heureusement changé, le pronostic s'améliore. Je ne vous ferai pas l'injure de vous donner des courbes, alors celles de droite, vous les connaissez, hein, ces courbes des séries de Brenner qui montrent que petit à petit, et là encore, hein, je n'ai pas refait le diagramme récemment, mais avec les immunothérapies, les thérapies ciblées et l'amélioration de la prise en charge en oncologie, les cancers, ça va mieux. Et puis même la partie gauche de la diapo, c'est les cancers en réa, avec ou sans les greffes de moelle. Là, c'était une étude de l'équipe d'Azoulay qui avait séparé les patients. Globalement, le pronostic s'améliore beaucoup, et aujourd'hui, alors le pronostic hospitalier, il est plutôt, enfin la mortalité hospitalière dans des séries milieu des années fin 90, milieu des années 2000, on est plutôt dans le 50-60% de mortalité hospitalière maximum. Nous, à l'IGR, on a moins parce qu'on a des patients de chirurgie programmée, donc ça abaisse artificiellement notre taux, mais sinon on constate tous l'amélioration de ce pronostic. Et elle est liée à quoi? Elle est liée au fait que les hématologues, les oncologues, ils font mieux, avec tous les traitements dont on a parlé. L'introduction du supportive care précoce, même si c'est pas forcément le sujet du jour, c'est probablement la pierre angulaire de tout ce qu'on fera mieux dans les prochaines années. Et c'est compliqué à mettre en place avec les oncologues au quotidien, mais les jeunes générations sont beaucoup plus réceptives à ça que ne l'étaient vos aînés, et c'est vraiment très bénéfique. Les réanimateurs, ils sont un petit peu moins mauvais maintenant qu'ils n'étaient à une époque. À une époque, nous, on aggravait nos propres patients en les ventilant, hein, les lésions pulmonaires induites par la ventilation mécanique. Ça arrive toujours, hein, parce que c'est jamais bien d'être ventilé en pression positive, c'est antiphysiologique. Mais maintenant, on fait de la VNI, on fait de l'EVOC, on fait... alors la VNI a des indications qui sont plutôt restreintes ces derniers temps chez le malade d'oncohémato, mais on fait de la sédation très courte, on utilise l'échographe cardiaque pour des oui, pour des non, et très, très facilement, on arrive à évaluer nos patients. Et puis, on améliore la sélection justement par une collaboration avec les équipes, et c'est pas pour rien qu'on fait ce topo aujourd'hui. Alors longtemps, je vais aborder la sélection en 3 points, et vous allez voir que notre manière de raisonner, mais y compris à l'IGR, elle était dans ce sens-là. Puisque c'est comme ça que le malade nous est présenté toujours. Hein, exemple, là, aujourd'hui, voilà, Madame Machin, elle a 57 ans, je sais plus, 49, 46. Elle a un cancer qui est ceci, qui est cela, voilà. Donc, première mode de présentation, le cancer. Après, le docteur de réanimation, il se disait, bon, le cancer, voilà, c'est bien embêtant tout ça, mais alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? De quelle maladie aiguë je parle? Et puis, après, on regardait en plus, savoir si elle avait des comorbidités, l'état général. Et finalement, la question à l'issue de tout ça, c'est de savoir mélanger ces 3 grands facteurs. On va voir qu'il y en a un 4e qui relève plutôt de la prise en charge globale et de la connaissance et des souhaits du patient, mais de mélanger ces 3 ou 4 facteurs pour arriver à ce que le patient non seulement sorte de réanimation, mais sorte de réanimation vivant, sort de l'hôpital vivant, et une durée de vie suffisante
derrière, avec une qualité de vie suffisante derrière. Et tout ça, c'est pas si évident que ça. Alors on va vous présenter, je vais vous présenter l'algorithme, il est en grisé parce que je vais vous expliquer pourquoi. On a inversé notre manière de raisonner en mettant en premier, on se définit, et je pense qu'il faut que les médecins en général, les oncologues compris, les réanimateurs compris, et tous les spécialistes d'organes dans leur ensemble, se définissent comme des médecins généralistes, et voit le patient comme un patient de médecine interne, de médecine générale. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on rentre dans une chambre, quand on reçoit quelqu'un dans son cabinet? Déjà, on voit s'il est capable de se lever, s'il est capable de parler, s'il est tout dénutri sous ses draps, etc. Donc, l'état général et les comorbidités. Et ça, c'est de la médecine de base, que tout le monde est capable de faire, pas besoin d'être animateur, oncologue ou ci ou ça pour voir que le patient, en gros, rien qu'avec une note de gueule, entre guillemets, mais je le dis au sens bénéfique, il va pouvoir sortir en bonne forme de l'hôpital ou pas. Et ça, c'est ultra démontré comme ayant un poids pronostic absolument considérable. Vous avez quantité de travaux, là, encore une fois, j'ai charclé beaucoup de diapos là-dessus, mais tous les travaux montrent que en analyse multivariée, l'impact de l'état général, alors là, on a mis un score qui est CNOS C ou D, qui est un score qui a été utilisé à une époque par des réanimateurs, ça veut dire OMS 2,5, 3, 4. C'est comme 1, 2, 3, 4 pour le score OMS. Évidemment, on connaît le score OMS en réanimation, j'espère que tout le monde le sait. C'est un facteur qui sort énormément, de façon très très forte sur le pronostic du patient à court, moyen et long terme. Et puis il n'y a pas que l'état général, ou indirectement lié à l'état général, il y a les comorbidités du patient, puisque on voit que dans une étude là qui quand même collige un certain nombre de milliers de malades porteurs de cancer, selon que les comorbidités sont classées comme mineures, modérées, sévères, ça multiplie par 1,2, 1,8 ou 2,5 le facteur de risque de mortalité en réanimation, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, arriver à apprécier l'état général du patient, l'état nutritionnel, vous avez cité l'albumine dès en arrivant, on n'a pas parlé de perte de poids, mais si, peut-être, je ne sais plus, non. En tout cas, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont être absolument essentielles dès lors qu'on va commencer à s'intéresser d'un peu plus près, oui, qu'on n'a toujours pas parlé de cancer, au facteur d'entrée du patient en réanimation. Je sors ce score-là, il y a des tas de scores pronostiques et également plutôt d'ordre évaluation palliative, mais qui tiennent compte à chaque fois un peu des mêmes choses, le poids, l'albumine et un certain nombre de choses. Donc la première chose qu'on va chercher à évaluer, nous, et ce qu'on essaye d'enseigner dans l'équipe, c'est d'abord de regarder à quel type de patient on a affaire. La deuxième question qu'on essaye de résoudre, c'est quelle est la défaillance que l'on va devoir prendre en charge, en soin, et est-ce qu'on va savoir, est-ce que nous, réanimateurs, on va pouvoir faire le fameux passer le cap, c'est un mot que je déteste absolument, mais est-ce qu'on va savoir au moins réverser ce qui est en cause? Et là, on va revenir au cas de la patiente de tout à l'heure, on va voir que probablement on peut répondre à cette question. Parce que finalement, ce qui va définir le pronostic à très court terme, intra-réa, c'est pas le cancer, c'est la défaillance aiguë. Le réanimateur, sait-il faire ou ne sait-il pas faire? Ça a été démontré dans plein d'études. La gravité des défaillances à l'entrée en réanimation, c'est ça qui fait le pronostic à court terme. C'est pas tellement de savoir s'il a un cancer métastatique ou pas, s'il a une hémopathie ou une tumeur solide. Vous voyez les courbes de gauche qui sont issues d'une vieille série qu'on avait publiée dans un journal de cancéro il y a bien longtemps. C'est le nombre de défaillances. Vous voyez le graphique de droite. Une défaillance, ça va. 2, ça va encore. 3, je ne veux pas dire bonjour les dégâts, tout le monde l'attend, mais c'est plus de 80-90% de mortalité. Ça, c'est les défaillances d'organes, nombre d'organes défaillants à l'entrée en réanimation. Et il y a d'autres manières de le montrer, là, vous voyez, avec des scores de gravité de type REA, avec un score qui s'appelle le score Elodie, que ce soit la mortalité en REA ou la mortalité hospitalière, sont gravement impactés par le nombre de défaillances et leur importance. Et les deux qui coûtent le plus cher, probablement, c'est la défaillance respiratoire et en deuxième la défaillance hémodynamique. La défaillance rénale coûte cher aussi. La défaillance hépatique, elle ne ressort pas dans les études la plupart du temps parce qu'elle est souvent peu représentée. Enfin, il n'y a pas un grand nombre de malades, mais en général, quand il y a la défaillance hépatique, elle est souvent en bout de course d'un malade qui, par ailleurs, est déjà polydysfonctionnant.
Mais le gros du gros, c'est la défaillance respiratoire. Et quand on regarde, là aussi, à partir du travail que je vous ai présenté il y a 2 diapos, nos patients neutropéniques admis en réanimation, ben vous voyez que quand on faisait tourner du multivarié, ce qui ressort à court terme, donc sur la mortalité réa, c'est le nombre de défaillances viscérales, avec un risque relatif de 2,7 pour chaque défaillance d'organes supplémentaire. La défaillance respiratoire, qui évidemment, dès que le malade est ventilé, par rapport à pas ventilé, ressort de façon extrêmement forte, ça écrase la défaillance hémodynamique. Le score de gravité de réanimation qui est en bas, il sort un petit peu, mais pas de façon significative. Mais vous voyez surtout que sur le court terme, aucune des caractéristiques du cancer, et pratiquement toutes les études retrouvent ça, ne ressort comme étant un facteur pronostic de ce qui va se passer en réa. J'insiste bien, de ce qui va se passer en réa. Attention, on va y revenir après, ça impacte évidemment le projet de soins global de ce qu'on va chercher à offrir aux patients et de définir avec lui, mais en tout cas sur la mortalité intra-réa, ça n'a aucun poids, ou en tout cas peu de poids. Je dis un petit mot de la neutropénie parce que ça a été longtemps une espèce de serpent de mer ou de nez rouge mis devant le réanimateur ou l'oncologue. L'impact de la neutropénie, il est faible en réanimation. Évidemment, la neutropénie, ça induit des infections. Les infections, ça induit de la pneumopathie, qui induisent de la ventilation mécanique. Ok. Mais indépendamment du reste, là aussi, quand on fait tourner ça en multivarié, eh bien, le fait qu'un patient soit neutropénique n'est pas, pour le réanimateur, ne doit pas vous être objecté, à vous, oncologue, comme étant une fin de non-recevoir. Ah ben non, ton patient, tu comprends, il est aplasique, surtout pas. Mais il sort d'aplasie dans combien de temps? Oui, évidemment, on aime mieux qu'il sorte d'aplasie dans pas trop longtemps, tant qu'à faire, mieux avoir des globules que de ne pas en avoir, mais ça n'est pas un facteur qui, en soi, est un barrage à la prise en charge en réanimation. Et le troisième facteur qu'on évoque, après avoir regardé 1. L'état général avec les comorbidités, 2. Le fait que le réanimateur va savoir ou pas s'attaquer aux défaillances aiguës, et ben c'est seulement là qu'on regarde le poids de la néoplasie. Et alors, plein d'études, ça fait longtemps que je ne refais plus ces diapos parce que toutes les études remontrent la même chose. Le cancer ne joue pas sur le pronostic à court terme, c'est montré, c'est démontré. Le malade, il sortira de réa qu'il ait un cancer. Alors, évidemment, sur des séries, hein, on va voir au cas par cas que les choses peuvent varier, mais en tout cas, sur le pronostic à court terme, le cancer ne joue pas. Et quand on regarde ici des courbes, alors c'est des patients qui ont des hémopathies, mais vous voyez que le pronostic de l'hémopathie, classé comme plutôt bon, plutôt moyen ou plutôt pas bon, eh bien, a aucun impact sur la mortalité en réanimation, commence à avoir un impact limite significatif à 6 mois et reprend évidemment tout son poids sur la mortalité à long terme. Donc, bien évidemment, quand on va définir le projet et prendre la décision de transférer le malade en réanimation ou pas, ça va être un facteur, mais pas pour essayer de savoir si le malade va sortir de chez nous ou pas. Tiens, il y a des diapos que je croyais avoir enlevés, mais visiblement non. Voilà, tumeur solide, hémopathie, on en a déjà parlé. Alors, là, on va parler un tout petit peu du cancer bronchique. J'ai laissé cette diapo. Oui, j'espère que c'est le bon diaporama que je vous ai donné. Dans les malades qui ne nous plaisent pas du tout en réanimation et qui grèvent énormément, qui ont un pronostic extrêmement grévé par leur passage en réanimation et la ventilation mécanique, il y a certains patients d'hématologie, en particulier les allogreffés avec de la GVH, etc., et les cancers bronchiques. Ça, c'est la croix et la bannière, parce qu'évidemment, là, le cancer bronchique va être pourvoyeur assez facilement d'une défaillance respiratoire qui est celle qu'on aime le moins, et quand on mixte les deux, eh bien ça fait un très très mauvais mélange. Donc il y a eu beaucoup de séries qui montrent que la mortalité quand on exclut les patients qui sont en post-op de chirurgie thoracique, ou quand on exclut les patients qui ont simplement un drainage de pleurésie, de pneumothorax ou autre, ces petites choses-là, si je puis dire, et qu'on prend les patients juste médicaux, on a un très très mauvais pronostic. Donc je vais sauter, en tout cas aller assez vite là-dessus, parce que, oui, mais quid de cette nouvelle, enfin à force d'être nouvelle, elle est quand même moins nouvelle maintenant, ça fait quand même des années qu'on a réussi à appréhender ça, mais quid de la femme jeune, non fumeuse, qui a donc peut-être une mutation EGFR, ou là on va voir peut-être une autre, qui, si elle a telle mutation, exemple EGFR, va peut-être bénéficier de Tarceva, d'Iressa. Est-ce que les lignes vont bouger? Alors nous, on a
Je ne sais pas quelle diapo j'ai laissé derrière. Ah non, j'étais en train de vous parler de la diapositive suivante, donc voilà, c'est celle-là. Nous, on a réentrouvert notre porte à, et donc là, enfin, la diapo n'a pas été faite exprès pour ce topo-là, mais il se trouve qu'elle illustre ce que vous avez montré. Finalement, on peut d'ores et déjà, enfin, je peux déjà répondre à la question que vous avez posée pour cette patiente. La patiente, on peut supposer qu'elle a plutôt le souhait de venir se faire traiter, elle est allée dans un centre, elle s'est fait biopsier, etc. 2, elle a un état général qui était conservé. 3, elle n'a pas de, enfin, 1 bis, elle n'a pas de comorbidité, visiblement sévère. Au plan de la réversibilité de la maladie aiguë, est-ce que le réanimateur va savoir? Vous avez dit que vous suspectiez une pneumopathie. On va dire peut-être, on n'a pas l'impression en tout cas que ce soit sa maladie pulmonaire qui primitivement la colle en insuffisance respiratoire aiguë. Donc on peut imaginer que la pneumopathie, le réanimateur sache faire. Donc la réversibilité, puisqu'on va en revenir très bientôt à notre algorithme, la réversibilité de la maladie, elle est plus que probable. 4, eh bien, le pronostic du cancer, bah, c'est vrai que c'est pas bien du tout d'avoir un cancer bronchique, surtout s'il n'est pas opérable, surtout s'il est métastatique. Enfin, on n'est pas en train de dire que c'est une maladie d'excellent pronostic, mais on a affaire à une sous-catégorie possible de patiente qui a la bonne mutation et donc le traitement qui peut-être pourra être actif. La ligne bouge, mais quand on considère les 3 ou 4 facteurs que je vous ai cités, la patiente rentre finalement plutôt dans des catégories qui permettent de considérer le transfert en réanimation. Donc ça, c'est quelque chose qui, en raisonnant, vous voyez qu'en appliquant quelque chose d'un peu objectif, comme ça, et de séquentiel, en catégorisant nos facteurs de réflexion, eh bien, on finit par répondre à la question d'une patiente qui avait l'air au départ un peu complexe. Je vais vous sauter ça parce que... voilà. Bon, ça, on en a déjà parlé. Hein, j'ai vraiment pas enlevé toutes les diapos que je voulais retirer. J'ai même un doute sur le fait d'avoir laissé le bon diaporama, mais c'est pas grave. En tout cas, si jamais, de toute façon, on a fait si on a pris la patiente en réanimation, ou le patient, l'évolution des premiers jours va être extrêmement instructive. Puisque, ça c'est un travail qu'on avait mené à l'IGR il y a aussi une vingtaine d'années, qui montre que les courbes de score de gravité se séparent au bout de 2-3 jours. Et quand on regardait les patients qui avaient 2 défaillances d'organes, alors là vous avez le nombre de défaillances d'organes classées à l'entrée, tout en haut, et puis vous voyez qu'à gauche, alors c'est des tout petits effectifs, mais vous allez voir diapo d'après que ça s'est confirmé par quantité d'études derrière. Les patients qui n'ont qu'une défaillance d'organes au départ vont pratiquement tous survivre, ceux qui en ont 3 vont pratiquement tous décéder, ceux qui en ont 2, on ne sait pas. Mais quand on regarde 3 jours après, ceux qui ont perdu une défaillance d'organes, au bon sens du terme, vont plutôt survivre, ceux qui en ont malheureusement gagné une vont plutôt décéder, et puis il reste un ventre mou au milieu, forcément, on ne sait pas trop, mais au moins en tout cas on a réduit le champ d'incertitude autour de ces patients. Et quand on regarde d'autres études, et pour celle-là c'est encore bien plus démonstratif parce que là on est sur plusieurs centaines de patients, vous avez le score dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, le score LOD. Vous voyez qu'au début J0 ou J1, le score est identique chez les patients qui sont destinés à décéder et chez ceux qui vont survivre. À J2 c'est toujours strictement identique, à G3 ça commence à se séparer, à J4, J6 on y voit nettement plus clair. Et donc si on a pris une décision en contexte d'incertitude, ce qui est quand même juste le cas de 50% des décisions médicales, hein, se passe en contexte d'incertitude, ça nous rend quand même un peu plus humbles, nous les docteurs, eh bien si on a pris la décision sans être sûr, mais dire bon, on va donner sa chance à une prise en charge réanimatoire, rien ne nous empêche, bien au contraire, tout nous oblige à reconsidérer ce pronostic au bout de quelques jours d'évolution en réanimation, et là on voit bien la courbe qu'on est en train de prendre. J'avance là-dessus. Oui, alors, quand je vous dis son mot à dire quand même, et on y reviendra sûrement tout à l'heure dans la discussion avec François, toute la prise en charge d'un
patient en général, et c'est pour ça que c'est dans notre colonne 1 de l'algorithme décisionnel, si je puis dire, qui est la volonté du patient, la prise en compte de ses souhaits dans le parcours de soins, de ses souhaits d'acharnement thérapeutique ou d'obstination un peu tous azimuts et de techniques éventuellement invasives, voire d'acceptation d'un certain nombre de séquelles. Je peux vivre avec une trachéotomie ou pas, ou je sors insuffisant rénal et je resterai dialysé, enfin voilà. Versus non, j'ai vécu, j'ai bien vécu et je ne veux pas toute cette série de traitements. Autant c'est plutôt facile en début d'histoire, autant à la fin, les patients vont vouloir partager avec vous le fait de poursuivre ou pas, mais la parole ne leur sera peut-être pas laissée. Il y a une quantité de travaux maintenant sur la décision médicale partagée qui commencent à apparaître, très peu en France, beaucoup au Canada ou dans les pays anglo-saxons. Évidemment, je vous invite, et c'est même possible en contexte suraigu de prise de décision de transfert en réanimation, d'avoir cette discussion, pour peu que le mal soit pas évidemment en arrêt cardiaque ou en arrêt respiratoire, mais d'avoir une discussion sur l'impact du projet avec le patient lui-même. Et si c'est pas avec le patient lui-même, ça peut être avec sa personne de confiance, ou ça peut être en tenant compte des directives anticipées. Vous savez qu'il y a quantité de... il y a des propositions de formulaires qui sont sur les sites gouvernementaux, qu'on n'est pas obligé de suivre d'ailleurs, mais qui sont une incitation à respecter les choix du patient. Alors je vous propose une stratégie que vous allez pouvoir trouver sur l'application smartphone qu'on a élaborée à Gustave. Et donc cette stratégie, elle réverse le raisonnement par rapport à la façon dont on prenait les choses il y a encore quelques années, donc le cancer en premier, puis après on voit ce qu'on peut faire en tant que réanimateur. Non, là on regarde, que veut le malade, donc on essaie de colliger le souhait du parcours thérapeutique. 2, quel est son état général. 3, l'atteinte aiguë est-elle réversible. Et 4, seulement 4, on commence à parler du cancer. Ce qui nous évite de se faire, entre guillemets, balader en tant que réanimateur par un oncologue trop optimiste. Il y a des tas de papiers là-dessus, sur la surestimation du pronostic et la sous-classification du score OMS par les oncologues, des papiers nord-américains, australiens, donc c'est connu. Donc à partir du moment où on met le cancer à la fin, derrière les choses plus simples et plus médecine générale, eh bien on est beaucoup plus tranquille par rapport à notre décision. Et puis finalement ça ravale le cancer au rang de maladie chronique certes grave, mais finalement on pourrait imaginer cette diapo faite dans un topo de pathologie respiratoire avec des gros BPCO, maladie chronique sous-jacente et son pronostic en item 4. Donc que ce soit un cancer ou pas. Ça peut-être on l'utilisera tout à l'heure quand on parlera avec François de la gradation des soins et de l'anticipation, mais voilà finalement l'algorithme qu'on vous propose, qui n'est pas contrairement à ce qu'on fait d'habitude avec des flèches, mais vous avez le résumé de tout ce que je vous ai dit depuis une demi-heure, c'est-à-dire à gauche on regarde tout ce qui est et on essaye d'inciter à ce qu'il y ait en amont de la défaillance aiguë une réflexion partagée entre l'équipe soignante au sens large, y compris les oncologues, et le patient, proposition de décision médicale partagée, désignation de la personne de confiance, respect de ce que dit la personne de confiance, essayer d'avoir des directives anticipées et respect de ces directives anticipées, etc. Deuxième grande colonne, l'état général. Tout en haut, il est très bon, tout en bas, il est tout pourri, au milieu, il est au milieu. En fonction de ça, l'état général, donc ça contient les comorbidités, ça contient la dénutrition, etc. Ensuite, on regarde la réversibilité supposée. On n'est pas magicien, mais on a quand même des idées et un peu de connaissances médicales pour savoir, en tant que réanimateur, si on va pouvoir réverser la pathologie aiguë qui se présente. Et donc, là, on propose une classification en 3 niveaux. À l'évidence réversible, pleurésie grave ou un pneumothorax, post-biopsie, la dame, elle suffoque, elle est bleue, mais évidemment, on lui a ponctionné son nodule, et là, tout d'un coup, ça c'est à l'évidence réversible. Une pneumopathie bactérienne, en début d'histoire, probablement, on peut imaginer que c'est réversible. Là, on est dans le supposé. Et puis, des pathologies sur lesquelles lymphangite carcinomateuse dans le cadre d'une maladie déjà multitraitée ou même encore pas traitée, dès lors qu'on met en route la ventilation mécanique, on sait qu'on n'en sortira pas. Donc là, c'est supposé non réversible. Donc vous voyez que là, on commence dans chacune des 3 cases d'OMS
à se reséparer en 3 autres cases selon la réversibilité, puis ensuite on regarde le pronostic du cancer. Vous voyez que tout en haut, quand le malade il a un bon état général et une maladie réversible de façon certaine ou supposée, on regarde à la limite même pas le pronostic du cancer, c'est quelqu'un qu'on va réanimer, très vraisemblablement, mettre en route des techniques invasives, quitte à, et avec obligation de, réviser le pronostic à J5. Évidemment, après, plus les choses se corsent, et bien plus la porte va se refermer au niveau de la proposition de transfert en réanimation. Et on a mis une barre dans la 4e colonne qui est la colonne maladie chronique, donc ici le cancer. On a une barre à moins de 3 mois ou plus de 3-6 mois. C'est évidemment extrêmement discutable, c'est complètement une cote mal taillée et ça n'obéit à aucune règle absolument objective, mais ça nous permet malgré tout de définir s'il y a un pronostic oncologique raisonnable ou pas, une fois qu'on a évalué nos 3 premières colonnes. Et de là, on va admettre ou ne pas admettre le patient, et en fonction de son évolution au bout de quelques jours, il y a des travaux qui discutent sur le combien de jours c'est le mieux, est-ce que c'est J1, J4 pour certains types de néoplasie, ou plutôt J8, J10 pour certains autres. Il y a un travail récent là-dessus. Bon, peu importe, vers J5, on se remet autour de la table pour vérifier qu'on est toujours dans les clous et qu'on n'en est pas sorti. Et vous voyez suivant cet algorithme, et bien finalement on a répondu à la question de l'admission ou pas de Madame C, 46 ans, avec un bon état général, des souhaits d'être traitée et voilà, et une pneumopathie bactérienne au bout de laquelle on va sûrement venir à bout, et puis un cancer qui peut-être est même traitable de façon tout à fait raisonnable. Donc voilà pour ma partie. Et puis quelques diapos après pour éventuellement alimenter d'autres parties de la discussion si vous le souhaitez. Voilà où... Est-ce que vous avez des questions? Si le patient a donné des directives anticipées assez claires pour le passage en réa ou un don d'organes, etc., quel est le rôle de la personne de confiance? Parce que si les choses sont assez claires, on a des directives anticipées. Alors, les directives anticipées priment tout. Sauf que je ne sais pas qui en a vu beaucoup des directives anticipées. J'ai l'impression qu'on a opprimé la personne de confiance sur le médecin. Dans la nouvelle loi, c'est clair qu'elles sont contraignantes et qu'elles sont... Alors, ce que dit sans le micro François Goldwasser, c'est que la directive anticipée est opposable. Hein. Et effectivement, on prend en compte les souhaits de la personne de confiance parce qu'on a exceptionnellement des directives anticipées à notre disposition. Maintenant, ça va probablement augmenter. Mais maintenant, ce n'est pas la panacée. Parce que on a eu il y a 2 mois une patiente, alors qui finalement n'est pas passée par la réanimation, mais qui était une patiente de Gustave Roussy qui avait écrit pour son cancer de la thyroïde que même s'il y avait dyspnée ou elle ne voulait pas de trachéotomie, c'était écrit. Et puis elle s'est représentée, elle est venue une première fois à Gustave Roussy, le papier a été revalidé, etc. Et puis elle s'est présentée 8 jours après aux urgences d'Henri Mondor, où elle a été trachéotomisée en urgence avec son accord parce qu'elle avait changé d'opinion. Donc les directives anticipées sont toujours à reconsidérer à l'aune de ce que on imagine que la personne souhaiterait vraiment. Je pense que déjà quand on est là, c'est qu'on est dans le très fin. François? Oui, dans la loi Leonetti 2005, elles étaient rédigées et étaient valables 3 ans. Dans la loi de 2016, elles sont contraignantes. Jusqu'à présent, c'était un élément de la réflexion du médecin, mais le médecin faisait quand même ce qu'il voulait. Maintenant, elles sont contraignantes, c'est-à-dire, et elles n'ont pas de limite de durée. Autrement dit, la demande, si vous écoutez les débats qu'il y a eu, les différentes personnes qui ont été auditées, etc., clairement, ce que disaient les malades, c'est qu'ils ne comprenaient pas l'intérêt des directives anticipées si elles pouvaient ne pas être respectées. Et donc, ils ont demandé à ce qu'elles soient contraignantes. C'est-à-dire qu'elles s'imposent. Donc, ça veut dire que, sans rire, vous allez être une génération particulière
parce que vous êtes la génération qui va devoir apprendre à mener des discussions anticipées, chose qui est banale aux Pays-Bas, aux États-Unis, mais pas du tout actuellement en France, et ça s'apprend. Mais ça ne s'apprend, c'est encore plus difficile que d'expliquer les diagnostics de cancer. Là, il s'agit d'expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on fait en cas d'aggravation, etc. Donc ça, c'est pas dans les mœurs, dans les pratiques médicales françaises habituelles. Donc ça s'apprend. Il va falloir former les enseignants, parce qu'on n'a pas de l'habitude. Mais on va aller vers ça. C'est-à-dire qu'on va avoir défini avec le patient les discussions anticipées jusqu'où il veut aller, et ça sera opposable. C'est ça la loi de 2016. Enfin, déjà, je pense que le cœur de tout ce qu'on a à débattre aujourd'hui peut se faire sans trop évoquer ce sujet qui est quand même assez pointu. Enfin, s'il n'y a pas de limite de durée, moi je ne fais jamais de directive anticipée. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que actuellement, ce vers quoi on va de manière croissante, c'est que tu auras très peu de chances de mourir naturellement. C'est-à-dire que la plupart des gens maintenant, meurent par décision médicale. Donc le tout dépend, je dirais, de l'environnement dans lequel tu vas être et de la manière dont va être mené l'entretien. Si tu ne donnes aucun repère, parce que tu peux aller plus ou moins loin dans le discours, toi, mais par exemple, la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, là, il y a deux sortes de discussions anticipées. Il y a celle du sujet sain, c'est-à-dire toi, moi, peut-être que là, en rentrant, on va avoir un accident, on va être polytraumatisé, et on va se retrouver dans la situation des deux Vincent, Lambert et Humbert, qui ont été médiatisés. Ils étaient en bonne santé, ils n'avaient pas de raison de dire ce qui était important pour eux, mais finalement, on n'a plus su déterminer jusqu'où on va, etc. Donc là, il n'y a que le personne en bonne santé qui peut dire, en cas de polytrauma et d'état végétatif ou équivalent, jusqu'où je veux qu'on me maintienne. Si tu ne le dis pas maintenant, ça veut dire que d'autres le décideront pour toi, de fait. Et puis après, il y a la deuxième situation, qui est la maladie mortelle, évolutive. Et là, la question est de le décider à l'entrée de cette maladie, puisque là, on sait que tu vas faire l'expérience de l'aggravation, et que tu peux avoir une opinion sur des limites dans ce que tu acceptes ou pas. Voilà. Le seul intérêt des directives anticipées, c'est de ne pas bénéficier de certaines thérapeutiques. Donc, de toute façon, ça ne peut que limiter mon pronostic. Non, c'est pas ça. Non, c'est mourir plus tôt. Non, c'est pas ça. Peut-être ça va être intéressant que tu regardes les diapos que je vais te montrer, c'est-à-dire que sur les données PMSI, les données PMSI de tous les hôpitaux de France, CHU, CLCC, cliniques privées, tout rassemblé, la mort des malades atteints de cancer du poumon métastatique. Quand tu as un cancer du poumon métastatique, tu vas mouir, tôt ou tard. On te souhaite que ce soit le plus tard possible, ça peut être au bout de plusieurs années, mais c'est une maladie mortelle, on le sait à l'entrée. 10% de ceux qui n'ont pas un objectif prédéterminé par une discussion anticipée meurent intubés ventilés. Tu peux te souhaiter, en fin de vie, ne pas mourir en réa, intubé ventilé, dès lors que tu es en défaillance d'une situation irréversible. Donc la question, c'est pas je veux vivre le plus longtemps possible. Ça, en gros, c'est la volonté générale dans la société actuelle. La question, c'est dans la situation d'irréversibilité, puisqu'on posait la réversibilité comme une idée, dans la situation où la situation n'est plus réversible, jusqu'où on va dans l'agression, et donc comment vont se dérouler les derniers moments. Et là, certaines personnes sont nos limites. Ariel Sharon a passé 10 ou 15 ans intubé ventilé dans un état qui était clairement irréversible, etc., dialysé, tout le bazar. Bon, donc ça c'est une façon de voir. Puis l'autre façon de voir, c'est de dire attendez, moi ça m'intéresse pas. Et à ce moment-là, dites-le. Donc il y a des gens qui en rédigeront, il y a des gens qui n'en rédigeront pas. C'est une option qui est offerte aux citoyens, mais l'expérience montre que le risque actuel en France, ce n'est pas d'être victime d'une perte de chance, c'est d'être victime. C'est surtout d'être victime d'une initiation dans la zone. Dans les grands centres, c'est clair en tout cas. Dans les petits, ça n'est pas du tout. Moi, j'ai fait mon stage de réa à Melun et j'ai un accident, je rentre dans l'autre direction. J'ai pas compris. Je suis passé en réa à Melun. Ouais. Si j'ai le moindre accident dans le secteur où le SAMU m'amène à Melun, je rentre dans l'autre direction. C'est quoi l'autre direction?
n'importe quel autre hôpital. Ah, mais ça c'est différent. C'est-à-dire que tu veux avoir accès aux meilleurs soins, ça c'est logique. Que tu veux y avoir accès aux meilleurs soins. La question qui est posée, c'est en situation d'irréversibilité, jusqu'où on t'agresse. C'est ça la question qui est posée. Et moi, ma remarque, c'est que la décision que je prends aujourd'hui, si elle est contraignante, sans limite de durée, je refuse de la prendre. Ah oui, pas de problème. J'ai changé d'avis sur tellement de choses dans ma vie. J'ai fait médecine pour être psychiatre et je suis oncologue radiothérapeute. Donc, oui, non, mais c'est pas, on n'oblige pas les gens à, c'est comme aller voter, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est contraignant et sans limite de durée, on peut pas changer. Non, c'est contraignant pour le médecin, pas pour la personne qui l'écrit. Oui, la personne qui l'écrit peut changer. Si on change pas, ouais. Si on change d'avis, mais qu'on repasse pas devant le notaire. Non, c'est pas un notaire, hein, c'est pas si complexe. C'est pas si complexe. C'est pas si complexe. Moi, j'avais une autre question technique. Mais si tu écris ça. Sur les limitations, quand on appelle le réanimateur, on dit on va le limiter, on ne veut pas le ventiler. Souvent, on imagine dans notre tête qu'on va faire de la VNI, mais comme c'est pas si clair finalement l'intérêt de la VNI chez le patient atteint de cancer, je voulais savoir s'il y avait des choses que nous, oncologues, on devait savoir avant de vous dire tu la tuez pas, mais peut-être faire un peu de VNI. Est-ce qu'il y avait des Ouais, alors on a l'impression que tu as lu le papier que j'ai soumis à hématologie là, parce qu'il y a dans c'était le reviewer. Les phrases, peut-être ça va être toi. Dans les phrases inaudibles que j'ai mises, il y a le prends-le quand même, mais juste un peu de VNI, ou un peu de catécho, ou passer un cap, ou oui, mais c'est iatrogène, ou oui, mais il est jeune. Voilà, il y a un certain nombre de trucs. Alors, un peu de VNI. On fait de la VNI ou on n'en fait pas. On ventile ou on ne ventile pas. Les indications de la VNI, maintenant, sont vraiment extrêmement bien connues et typées. Et il ne faut pas que ce soit une alternative, à minima, à un engagement thérapeutique ou un désengagement thérapeutique qui ne veut pas dire son nom. La VNI, ça marche dans deux circonstances, soit la maladie hypercapnique, la BPCO décompensée était évidemment l'exemple historique qui a permis de faire la preuve de l'efficacité de la VNI, ou l'OAP hypercapnique, et l'OAP bénéficie aussi, même s'il est hypercapnique, de la ventilation en masse, parce que c'est de la mise en pression positive. C'est tout. Les maladies hypoxémiques, juste hypoxémiantes, sans hypercapnie au premier plan, enfin, donc le côté hypoxémique ne bénéficie pas de la VNI, pas plus que de l'oxygène pur par contre ce qui bénéficie c'est l'intubation. Donc le un peu de VNI finalement n'est qu'une manière de ne pas accepter l'idée d'avoir un projet clair et de faire mourir le patient sous un étouffoir plutôt que de façon ou totalement confortable avec des sédatifs en salle, ou inversement, on part dans quelque chose de thérapeutiquement lourd, parce que réversibilité supposée, etc. Mais à ce moment-là, on va au tube. Ouais, sur la VNI, j'ai un peu à rajouter, c'est que ça peut être non invasif, mais en fait, c'est hyper invasif, très désagréable la VNI. Et si vous entendez bien avec vos réanimateurs, ce que je vous conseille, c'est de faire une séance de VNI vous-même. Parce que vous vous rendrez compte ce que ça veut dire, et c'est à part l'OAP et le BPCO en train de s'étouffer où vous avez bien la VNI, tous les autres patients à qui on colle les masques de VNI, c'est souvent un grand traumatisme pour eux. Alors, il y a eu longtemps une sorte de porte un peu entrouverte, parce qu'on avait montré que dans les maladies purement hypoxémiantes, c'était pas la panacée, mais il y avait l'étude, enfin des études, on ne va pas revenir dans l'historique, mais des études préliminaires italiennes et puis une étude bordelaise qui montrait que chez les patients immunodéprimés, donc cancer et ou VIH, la VNI, même dans les atteintes purement hypoxémiantes, pouvait être bénéfique. Sauf que depuis, il y a des travaux qui ont montré que là non plus, ça ne ressort pas. Puis on a des manières d'oxygéner les patients maintenant à plus fort débit et à plus forte concentration d'oxygène qui permet de véritablement rendre plus confortable. Et pour l'avoir, moi, pour le coup, quand je suis passé comme chef, interne et chef à Mondor, j'ai testé toute forme de torture. La VNI, effectivement, c'est tout sauf confortabilisant. Sauf, effectivement, le patient BPCO hypercapnique qui, là, aime bien la demande. À propos de pénibilité des soins, je crois qu'il y a quand même une littérature sur le syndrome de stress post-traumatique après la réanimation.
Et la question c'est, est-ce qu'il y a des données spécifiques à la population atteinte de cancer? En particulier, est-ce qu'on s'est intéressé à qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce que pensent rétrospectivement les patients? Je ne connais pas d'études spécifiques chez les patients. C'est déjà compliqué d'avoir des... Ça fait pas si longtemps que ça qu'on regarde un peu le long terme du... Là, je vous ai mis une diapo sur effectivement ce que vous dites, le stress post-traumatique. Ça fait longtemps chez les patients de réanimation en général, pas forcément purement de cancérologie. Maintenant, je ne connais pas d'études spécifiques chez le patient d'oncologie, mais il est certain qu'on a déjà un curseur d'anxiété qui est déjà au maximum quand on a ce type de maladie. Quand on vient en réanimation, il suffit de voir les patients au moment où ils sont transférés, c'est rarement enchantant. Donc les chiffres qui sont affichés là, il faut probablement les voir en cancérologie dans la partie haute de leur fourchette. Ça arrive très souvent quand même en réanimation, il y ait des limitations thérapeutiques qui soient posées a posteriori, c'est ce que vous avez parlé au J2, J3 de l'hospitalisation. Donc vous pensez que, en règle générale, et pour les patients oncologiques, les patients admissibles en réanimation ne devrait pas y avoir de limitation thérapeutique anticipée, mais uniquement, en début d'hospitalisation, mais uniquement réévaluée à J2, J3. Non, c'est compliqué. Comment répondre à ça? Je pense qu'on peut admettre, mais alors à ce moment-là, c'est pour ça que d'ailleurs dans notre référentiel, on a distingué le mot réanimation du mot soins intensifs, où je pense que si on dit réanimation, il faut partir dans l'idée de la complète. Beurre, œuf, fromage, machin, avec le package complet s'il y a besoin. Maintenant, rien n'interdit, en effet, de prendre un patient en secteur aigu, post-réa, USCM, ou on peut l'appeler comme on veut, avec un certain nombre de limitations sur des actes, parce qu'on se dit, si nos thérapeutiques médicales bien conduites, avec une optimisation de l'appréciation de l'hémodynamique, par de l'écho-cœur, du niveau de remplissage, ou au contraire, il faut remplir du choix des anti-infectieux, etc. Si ceci n'a pas fonctionné, on n'ira pas jusqu'à l'intubation, parce que l'on sait qu'à partir du moment où cette technique devient nécessaire, le pronostic est engagé. Mais je pense qu'il faut essayer de quand même mettre le malade dans une case, dans un projet de soins qui est une espèce de lisibilité. Où le malade ne vient pas du tout en réanimation, c'est soins maximaux en salle, quitte à choisir le bon antibio, etc., faire un ECBC ou que sais-je, et le remplir ou le vider. Soit il vient en réa à l'autre extrême et il a les soins invasifs, soit il a une limitation thérapeutique, mais dans ces cas-là, les choses sont cadrées d'emblée et on ne fait pas pas faire de Michel Michou, je pense. Dans les centres qui ne bénéficient pas forcément d'USIC, qui ont entre guillemets le seul centre de soins continus, c'est la réanimation, ça serait envisageable, mais sinon c'est mieux de mettre dans ces patients. Oui, alors peu importe après dans quel endroit géographique ils sont mis, mais du moment que le projet de soins est construit avec une totale cohérence d'emblée. Moi j'ai des patients qui, mon USCM est pleine, ils vont dans le secteur réa, mais avec d'emblée effectivement une optimisation des soins médicaux, mais pas de recours aux thérapeutiques invasives. Donc à la limite, les choses après dépendent de la façon dont on est structuré dans la géographie des lieux, type d'hôpital, etc., nombre de lits disponibles. À la limite, peu importe, mais que le projet soit cohérent et un peu lisible dès le départ. Qu'on sache se dire, si je fais ça, pourquoi je le fais. Et donc, si j'intube, c'est parce que j'ai, non pas en dérapage continu de ça marche pas, donc je suis obligé d'intuber, mais contre mon gré. Non, on intube parce qu'on a identifié une pathologie que l'on suppose, à tort ou à raison, on reverra dans 3 jours, mais que l'on suppose réversible, et dans ces cas-là, on y va. Maintenant, on peut faire quand même des soins aigus dans un contexte, des soins médicaux dans un contexte aigu pour des patients avec des limitations thérapeutiques. Jusqu'en 3 jours, ça paraît précoce maintenant de dire de réévaluer à 3 jours. Oui, c'est précoce 3 jours.
On est plutôt aux alentours de 5 jours. Alors dans le papier dont je vous parlais tout à l'heure de Schrim 2015, il était dit que probablement les patients qui ont des tumeurs solides de mauvais pronostic, dès J1, J4, on voit un peu le tournant que ça prend. Les tumeurs solides de meilleur pronostic ou des hémopathies malignes, il faut attendre 8-10 jours. Donc le J3, longtemps, parce que beaucoup d'études ont fait des deltas de score ou d'évolution entre J0 et J3. On est longtemps resté sur un J3. Depuis l'étude de l'écuyer, Azoulay, etc., on est plutôt, je pense, centré sur J5. Après, il y a des fois où on voit très très clairement ce qui va se passer à J3, mais effectivement, il n'y a rien qui nous pousse à surarrêter les traitements au 3e jour, et probablement à 5 jours, on y voit quand même franchement plus clair. On va peut-être juste continuer le cas clinique. Alors. Parfait. Alors, du coup, votre patiente, grâce aux bons soins des réanimateurs, a pu être admise en réa. La situation se passe bien. Entre-temps, vous avez pu récupérer le résultat de la biopsie, sur votre malade est stable. Et donc, on retrouve un adénocarcinome du poumon bien différencié, qui n'a pas de mutation GFR, par contre, qui a une translocation ALK, pas d'autres mutations. Et donc, le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était de savoir si jamais il y avait des situations, en ce qui concerne les tumeurs solides, dans lesquelles il est vraiment pertinent et indispensable de débuter le traitement en réanimation, ou si justement c'était pas envisageable et qu'il fallait attendre que l'épisode aigu soit rentré dans l'ordre pour commencer. Je crois que vous aviez quelques...